Lundi 21 août, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour suivre ce nouveau numéro de l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire de l'actualité qui, en 26 minutes, va vous décrypter les principaux thèmes. Ce soir, nous allons parler de la situation sécuritaire ici au Mali. Ensuite, nous allons évoquer, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs semaines, la situation au Niger avec les derniers développements. Avec moi sur ce plateau pour évoquer les deux principaux thèmes. D'abord, M. Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, M. Haïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de TM1. Merci. Et M. Laya Diarra du journal Le Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je le disais tout de suite, ce soir, nous allons d'abord parler de la situation sécuritaire au Mali qui est préoccupante ces dernières semaines, notamment avec ces informations sur des attaques à Tombouctou, avec la rétrocession de la base de l'aménagement à Ber, tout près de la région. Aussi dans le centre du pays, avec des attaques notamment dans la région de Badiangara. D'abord, une première question pour vous, Monsieur Sow. On a appris encore ce week-end, notamment au travers d'un communiqué des FAMA, qu'ils ont eu à détruire des engins explosifs improvisés. Il y a eu des combats avec des terroristes. Et aussi, dans la région de Badiangara, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été tuées selon leurs sources. Quelle est votre analyse de toutes ces récentes attaques dans ces différentes régions, dans le nord et dans le centre du pays? Mon analyse, c'est, je l'avais dit la semaine passée, d'ailleurs je suis content de retrouver le grand frère Laya ici, parce que la semaine passée seulement je disais que les femmes devaient faire attention aux attaques de ces gens, parce que, écoutez, quand on déstabilise, l'ennemi se prépare pour venir. Et apparemment, le centre est beaucoup plus aujourd'hui l'épicentre que le nord de ce terrorisme, et que, heureusement que pour le moment, l'armée arrive à poser des actes qui protègent, sinon qui affaiblissent l'ennemi. Mais ce n'est pas tout, il faut toujours être très attentif et puis poser encore plus d'actes qui puissent rassurer. Et pour le moment, c'est les populations qui ne sont pas rassurées. Tout à fait. Alors, je lui avais posé les questions, notamment à Tombouctou et aussi dans le centre du pays. À Tombouctou, les informations que nous avons, c'est qu'il y a des combats entre l'armée et les terroristes. Dans le centre du pays, on parle de villages qui sont attaqués, une quinzaine, une vingtaine de morts cette fois-ci. Comment on peut expliquer ce décalage-là entre le centre et le nord du pays, par exemple? Oui, il faut comprendre la situation de Tombouctou. Vous avez suivi la semaine dernière avec la rétrocession du camp de Ber et puis le camp de Gundam, parce que Gundam étant un cercle de la région de Tombouctou, Ber aussi étant à côté de Tombouctou, et considéré comme un des bastions des mouvements armés, puisque après Kidal, qui est surtout contrôlé par les mouvements Touareg, il faut reconnaître à Ber évoluent surtout des groupes arabes qui animent la rébellion. Et associés à la nébuleuse des groupes terroristes, parce que ce sont des gens qui travaillent ensemble. Il ne faut pas se tromper de l'indice. Maintenant, les attaques auxquelles on a assisté cette semaine, moi je crois que ce n'est pas surprenant. Puisque avec la rétrocession des camps, les mouvements armés, sinon les ex-rebelles, et leurs associés sont dans la nature. Eux, ils sont sur qui-vive. Bon, des actions de harcèlement, il faut s'attendre à ça. Parce que une fois le camp de Ber contrôlé, l'armée doit mener des opérations de patrouille. Et c'est au cours de ces patrouilles même qu'il y a eu la confrontation, dans laquelle nous avons quand même administré une sévère perte. Une lourde perte à l'ennemi, c'est vrai, on a enregistré des blessés, et puis on a perdu quelques matériels, mais il faut reconnaître du côté, si l'on voit le bilan, l'ennemi a beaucoup perdu. Maintenant, par rapport au centre, le centre, il ne faut pas se leurrer. Le centre, il y avait les groupes, les radicaux qui avaient fait allégeance à Yad. Et souvenez-vous aussi qu'à un moment donné, des villages étaient obligés de pactiser avec ces groupuscules armés pour avoir la paix. Et l'état-major même d'Anna Amasogwa en son temps avait alerté
s'étaient plaints pourquoi les villageois ont accepté ce pacte-là. Bon, pour eux, le salut passe par là. Si l'armée n'est pas là pour assurer leur sécurité et que les mouvements d'autodéfense aussi ne sont pas là, ils sont obligés d'accepter l'offre que leur font les djihadistes, qui est d'accepter le pacte pour avoir la paix. Et aujourd'hui, je trouve que ce sont ces mêmes qui viennent attaquer les villageois. Voilà pourquoi certains qui étaient contre les pactes signés entre les villages et les radicaux se disent, bon voilà, ça, on l'avait dit, vous devez vous attendre à ça. Mais d'après les infos, les villages qui ont été attaqués, ce sont des villages qui ont refusé justement de se soumettre à ce dictat-là des pactes. Bon, c'est ça, il faut reconnaître que les deux camps, qu'il s'agisse des villages, on a assisté à un moment donné à des villages qui ont pactisé avec les terroristes et qui sont victimes de ces attaques de ces groupuscules. Bon, maintenant, si il est avéré que ce sont les villages qui ont pactisé qui sont victimes de ces attaques, en tout cas moi, ça m'étonne. On ne peut pas pactiser avec l'ennemi et que l'ennemi se retourne contre nous. Alors, mais justement, le problème reste le même. Ce sont des populations qui sont un peu livrées à elles-mêmes du fait de la non-présence de l'État ou aussi de l'armée. Après ce qu'ils disent eux-mêmes, donc ils ont été attaqués. Ce n'est pas la première attaque. Déjà en début du mois, il y avait eu une attaque dans le centre qui avait fait 15 morts. Ça en est suivi des manifestations, presque une opération de journée ville morte. Mais comment comprendre que quelques semaines plus tard... Des manifestations qui ont fait aussi au moins un mort. Exactement, oui, tout à fait. Alors, comment comprendre que quelques semaines après toutes ces manifestations, le fait que la population s'est fait entendre, qu'on puisse assister encore à cette nouvelle attaque, or que le gouverneur avait donné des gages en termes de sécurité? Justement, je l'avais dit tout à l'heure, le problème c'est que l'armée doit se repositionner. Parce qu'il y a, même pas plus tard qu'hier, il y a l'honorable Bajan qui a présidé une rencontre extrêmement importante au nord là-bas, qui dit qu'il faut accepter et que la logique doit continuer, c'est-à-dire que les camps qui vont être libérés par la MINUSMA doivent être automatiquement laissés à l'armée, mais lui parle de l'armée reconstituée, soit, mais c'est quand même les FAMA, et qu'il faut accepter la rélecture, j'avais dit ça aussi la semaine passée, il faut accepter la rélecture de l'accord pour la paix et la réconciliation pour essayer d'éponger les points qui bloquent sa mise en œuvre, et qu'il faut même revoir comment est-ce que le CSA peut être retouché pour concentrer ses membres qu'avec des nationaux et tout ça. Donc, c'est, selon moi, si on arrive à élargir et à mettre en œuvre ces documents-là, je pense que les problèmes au niveau du Nord vont être suffisamment absorbés. Maintenant, en ce qui concerne les centres, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un sérieux problème, et moi je ne les appelle pas des groupuscules, parce que le groupe de Koufa, c'est pas un petit groupe, c'était un groupe énorme qui quand même arrive à faire des dégâts, aussi bien au niveau du centre qu'au-delà. Donc, il faut le prendre au sérieux. Et Bajan, dans son communiqué, il a parlé aussi de négocier avec ces gens-là, les terroristes nationaux. Donc, il y a Yad, il y a Koufa, il y a peut-être d'autres gens et tout ça. Donc, il faut réfléchir à une stratégie pareille pour d'abord amorcer côté médiation, et puis les restes qui est là-bas, c'est là peut-être qu'on pourra peut-être parler de groupuscules. Et c'est en soi qu'il faut essayer d'éradiquer à travers les actions militaires et tout ça. Donc les centres, pour pouvoir vraiment alléger la souffrance des populations, il faut que les FAMA soient vraiment renforcés là-bas, et que j'ai vu aussi un document, enfin une publication qui a circulé sur les réseaux sociaux qui parlait que Niamey est beaucoup plus loin de Bamako que Bandiagara, donc qu'il faut plutôt s'occuper de la situation de Bandiagara au lieu d'aller secourir aux gens de Niamey. Donc je pense qu'il faut plutôt vraiment renforcer l'armée au niveau du centre pour le moment, pour apaiser avant de passer à autre chose. Mais je veux réagir sur cet aspect. Il a évoqué la rencontre qui a eu lieu hier avec les chefs de fraction de tribus. Beaucoup de personnalités touareg et arabes ont participé à cette rencontre. C'est Lameno Kalbadia à Gahamat. Mais le
problème, c'est que quand ils demandent de négocier avec les terroristes nationaux, un terroriste, qu'est-ce qu'on négocie avec un terroriste? C'est la question que je me pose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec un terroriste? Un rebelle, on peut négocier avec un rebelle. Mais un terroriste, qu'est-ce qu'on peut négocier avec un terroriste? Parce qu'il faut connaître sa demande. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce sont des terroristes ou ce sont des djihadistes? Parce que quand tu prends le centre, ils se disent qu'ils sont des djihadistes. Et entre terroristes et djihadistes, la différence est énorme, quoi. Maintenant, une comparaison entre ce qui se passe au centre et au sud. Le centre, disons, le nord, disons, surtout pour ce qui concerne Tombouctou, Tombouctou, c'est le fief. Ber, c'est le fief. Mais quand l'armée s'installe à Ber, c'est pour tarir les sources de financement de ces mouvements. Parce que tout le trésor de guerre, là, c'est dans les requêtes, le poste de contrôle là qu'ils ont ça. Le centre, disons, le centre, quand tu prends le pays Nogo, il y a la zone exondée et la zone inondée. C'est surtout dans la zone inondée qu'on assiste à la prise aux collectes de Jakat. Sinon, dans la zone exondée, il n'y en a pas. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas appris une fois que vers Bandiagara, Koro, qu'on est obligé des populations à donner une contribution. Je ne l'ai pas appris. C'est possible que ce soit. Par contre, dans la zone inondée, la zone de Massina, Tenengu, Yuoru et autres, on collecte. On oblige les populations à collecter et il arrive des fois même que c'est au cours des opérations militaires que l'armée tombe sur ces malfrats et récupère, c'est pas moi, ces zakats qu'ils ont collectés. Bon, je le dis et j'insiste là-dessus. Un radical, c'est un fou. Parce que lui, sa conviction, c'est ça. Il combat pour aller au paradis. Il est là pour une mission. Mais un rebelle, il se dit que c'est parce qu'il a une demande. Parce que la gouvernance pose problème. Il a des revendications spécifiques sur lesquelles on peut s'asseoir et discuter et avoir un compromis, quoi, se mettre d'accord. Mais un radical, je crois qu'on ne négocie pas avec un radical. Rapidement, toujours par rapport à Tombouctou, avant que l'on ne finisse avec ce thème, ça fait plus d'une semaine, apparemment, d'après des sources sur le terrain, que tous les camions en provenance de l'Algérie, de la Mauritanie sont harcelés, notamment par ce groupe terroriste. C'est une annonce qui avait été faite d'ailleurs par leur chef local. Oui, oui, ça je me rappelle bien. Là, c'était une sorte d'embargo. C'est pour quand même faire subir les populations surtout. Parce que quand Tombouctou, je dis, est ravitaillé surtout à partir de la Mauritanie et de l'Algérie. Maintenant, et surtout de la Mauritanie, parce que quand tu prends Tombouctou est beaucoup plus proche de la Mauritanie que n'importe quel autre pays. Donc, si on bloque, c'est pour les faire souffrir, c'est pour les faire subir. C'est vrai, ça a été dit. Et vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, un chef avait appelé à ce qu'ils ont plein de dispositions pour empêcher l'arrivée de tout camion de transport de vivres de personnes, en tout cas en direction de Tombouctou. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait cette semaine. C'est malheureux. C'est malheureux. Maintenant, l'armée doit prendre ses responsabilités, essayer d'aller en guerre contre ces gens-là, au moins c'est pour que la population de la région puisse vraiment respirer. Justement, vous me tendez la perche d'aller en guerre contre ces gens. On va devoir passer au deuxième. Oui, mais rapidement. Ça va être rapide. En réalité, le terrorisme dont il parle, il n'y a pas de nuance assez large entre le terrorisme et les djihad. Parce que les djihad, c'est encore le même combat. Mais le terrorisme, ça terrorise les gens. C'est ça la définition réelle du terrorisme. C'est tout. Bon, en ce qui concerne la situation de ce dont vous parlez au niveau du Nord, les centres, c'est pire. Les centres, on ne raquette pas les gens, on les tue. On les tue aussi bien, on tue aussi bien les humains que leurs biens, c'est-à-dire les animaux et tout ça, on vient, on carnage, on s'en va. Ça, c'est pire que faire un blocus à la frontière, par exemple. Et puis, non, ils ont des revendications. Ils ont parlé de charia, ils ont parlé de choses. Ce sont quand même des thèmes sur lesquels on peut débattre pour trouver une solution. Mais vous croyez que, monsieur... Non, si, vous avez la parole, c'est pas pour vous dès qu'on parle sur la question de charia, moi je crois que... Mais c'est un sujet de discussion. Non, quelle concession dès qu'il y a l'État une malien revendication, ça suffit.
Non, Quelle monsieur concession Diarra, l'État malien dès est qu'il prêt y a à faire une pour ces gens qui exigent l'application de la charia? Non. Non. Moi, je L'État ne vous doit dis être pas fort, que l'État doit se être soumettre à fort, ça. l'État doit s'assumer. Je ne vous dis Moi, pas je que crois l'État sur doit cette se question, soumettre. Monsieur, on ne doit pas Oui, négocier. mais moi, je ne dis doit pas que l'État négocier. doit se On doit être soumettre. on y reviendra certainement sur une toute autre émission. On va D'accord. passer au deuxième thème de la soirée. Vous m'aviez tendu la perche, une perche qui est passée depuis. Oui. Le fait que l'armée doit aller en guerre contre ces gens-là. Alors, on va parler de la situation au Niger avec les derniers développements. On a vu dans un reportage de la télé nigérienne la semaine dernière que et le Mali et le Burkina avaient déployé des vecteurs aériens au Niger pour vraiment contrer la possible intervention de la CEDEAO. Est-ce que justement par rapport au fait d'entrer en guerre, avec tout ce que nous venons d'évoquer tout de suite, on peut se permettre d'ouvrir un nouveau front? Bon, je crois que c'est une démonstration, si c'est vérifié. Puisque moi, jusqu'à présent, je prends ces informations avec des pincettes. Hein, puisque tant qu'il n'y a pas une source officielle qui confirme qu'effectivement, il y a des vecteurs aériens de l'armée malienne ou de Burkinabé sur le sol. Ils ont montré des images. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu que c'est des choses que je prends avec des pincettes. Moi, jusqu'à ce qu'il y ait une annonce officielle. C'est là que je vais avoir la conviction que vraiment... Mais ça ne m'étonne pas, parce que d'autant plus que nous avons fait notre déclaration de soutien, de solidarité. La déclaration commune, le communiqué conjoint Mali-Burkina. Et les missions qui sont allées là-bas. Le ministre, je ne sais pas, le chef d'état-major est allé là-bas. Il a échangé. Nous avons fait comprendre au monde entier qu'une agression contre le Niger aujourd'hui, c'est une agression contre le Mali et que le Mali est prêt à rentrer dans cette guerre. Mais nous n'avons pas le choix. Le Mali a décidé de faire ainsi. Pourquoi? Parce que les autorités savent que si ça se produisait au Niger, c'est que elles, les autorités, je parle des autorités, ne sont pas épargnées. Donc, mieux vaut anticiper. Selon vous, on peut se permettre d'ouvrir un nouveau front? Bon, mais si on part en guerre au Niger, c'est aussi pour nous défendre contre une éventuelle agression. Moi, je crois que c'est une façon d'anticiper sur un problème que l'on voit venir. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Sow? Non, je ne suis pas d'accord. Déjà, si ce n'était pas vrai que ces vecteurs-là n'avaient pas été déployés, tel que je connais l'État malien, il y aurait un communiqué pour démentir et puis dire que, bon, même si des mesures sont prises, pour le moment, on n'en est pas arrivé là. Premièrement. Deuxièmement, on avait le choix. On avait le choix entre le soutien diplomatique seulement, et ça s'arrête là, et puis s'occuper de nos problèmes au niveau du Mali, ou bien faire ce qu'on a fait maintenant. Aller au-delà des trucs et dire que, bon, on considère que c'est un acte de guerre contre le Mali. Et effectivement, ce qu'il a dit, ça peut être considéré ainsi, et je pense même que les autorités ont dû peut-être voir sous cet angle-là. On aurait pu voir la situation sous un autre angle. C'est-à-dire que quand on attaque le Niger, quels que soient les résultats qui en sortira, n'est pas forcément n'aura pas forcément une suite qui va faire qu'on va s'attaquer au Mali, au Burkina et en Guinée. Non. En réalité, nos relations avec la CEDEAO, avec la communauté internationale, c'est ça qui vont définir en fait quelles mesures vont être prises plus tard contre le Mali ou contre le Burkina et la Guinée. Et pour le moment, nos relations, il faut reconnaître que c'est pas très bon quoi, entre le Mali et la communauté internationale. Alors, sur cette question, je dis, mais cette guerre-là, elle n'aura pas lieu. L'option militaire, là, même ce que vous avez vu, quand j'ai dit que moi, je ne crois pas à ça. À l'issue de leur réunion, les chefs d'État ont... Mais malgré tout, c'est la pression. C'est la pression. C'est la pression. Moi, je crois que l'option diplomatique va prévaloir et je crois qu'on sortira du bout du tunnel par la négociation, le dialogue. Et la solution militaire n'est pas bonne. Et vous voyez la réaction des uns et des autres sur la question. Mais quelles sont les voies qui s'offrent à l'option diplomatique lorsque Moi, je crois que même au niveau de la CEDEAO, ils disent qu'ils ont opté pour la solution diplomatique. Oui, mais jusqu'à ce que les solutions diplomatiques soient épuisées, jusqu'à ce qu'on soit vraiment devant une situation où
il n'y a que ça qui compte pour avoir la... Je veux juste ajouter, le jour même où une délégation de la CEDEAO s'est rendue au Niger, le samedi dernier, rencontrer le président renversé Mohamed Bazoum et le chef du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, le soir, dans une annonce, dans un discours à la nation, il a annoncé bientôt des assises et aussi qu'ils sont déjà dans une transition qui ne va pas accéder 3 ans. Voilà pourquoi je dis déjà, avec les annonces, je dis c'est parti pour un processus de transition qui ne va pas excéder 3 ans. La nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement, moi je crois que rien ne fera reculer ces hommes qui se sont emparés du pouvoir. Mais ces annonces ont été faites sans l'aval de la CEDEAO. C'est à la CEDEAO de revoir sa position, de faire une marche arrière. Parce que le va-t-en-guerre n'est pas la solution, parce que la solution militaire aboutira à un désastre. Pas seulement qu'au Niger, parce que... Il y a un problème. En fait, dire et répéter plusieurs fois que l'intervention militaire n'est pas la solution, là, c'est répété, quoi. Ça, on le sait déjà. Non, on sait. S'il vous plaît. C'est du discours, quoi. Oui, d'accord. Je ne crois pas à ça. D'accord. Mais on ne peut pas dire... Il s'agit de la CEDEAO. Malgré tout ce qui avait été dit par d'autres pays, les puissances comme les États-Unis, comme même d'autres pays d'Afrique qui sont importants dans cette intervention-là, malgré leur opposition, et malgré que les négociations ont repris et que, il faut reconnaître que les militaires du CNSP à Niamey sont... sans équivoque, sont dans la voie de la transition et qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Si la CEDEAO, malgré tout ça et malgré toutes les critiques des populations qui ont été faites sur cette décision de la CEDEAO, qu'une date a été fixée, ça veut dire que la CEDEAO s'est donné un délai de discussion diplomatique, que si jamais ce délai-là est épuisé, ils vont inévitablement aller à l'intervention, parce qu'il y a déjà un délai. Maintenant, si au cours de cette intervention, si avant cette intervention, des solutions venaient à trouver, tant mieux, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais si jamais, dans ces délais-là, qu'ils n'ont pas voulu évoquer pour des questions militaires stratégiques, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution pour la CEDEAO que d'intervenir militairement. Juste rapidement, est-ce que vous estimez que les annonces qui ont été faites par le général Tiani sont de nature à tordre la main à la CEDEAO ou plutôt de nature à donner une voie vers une discussion plus ouverte avec l'instance? Pour moi, le général, il est dans la logique que moi j'avais dit, je pense que c'était la semaine passée ou la semaine surpassée. Pour moi, la CEDEAO a laissé tellement de temps à ses officiers de s'installer que maintenant, la CEDEAO, normalement, ne doit penser à autre chose que d'extirper, comme ils ont fait en 2012 au Mali, d'extirper Mohamed Bazoum entre la main de ces gens-là, pour laisser la chance à ces gens-là de faire une transition, même s'ils veulent, même si la CEDEAO veut, elle peut demander à ce qu'il y ait une transition civile, comme ils ont demandé au Mali, qui a commencé ici, malgré qu'il y ait des problèmes. Mais insister pour dire qu'il faut réinstaller Bazoum après quoi, on a plus d'un mois, je crois. Presque, le 26 juillet. Voilà, donc vous imaginez, ils ont eu le temps de s'installer. Et les populations, au moins une grande partie des populations sont d'accord. Beaucoup d'autres pays les soutiennent dans cette mission de transition au Niger. Je pense qu'il faut les aider à faire une transition, même s'il faut les écarter, mettre des civils en place, ça aussi c'est possible, mais que le président Bazoum soit réinstallé, je pense que c'est difficile. Vous voulez ajouter quelque chose? Mon problème, c'est que je ne vois pas du tout la possibilité de l'option militaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que même au sein de la CEDEAO, j'insiste là-dessus. La preuve, c'est que même les pays qui affirment être prêts à donner des troupes, à participer à cette opération, ils ont des problèmes à l'interne. Par exemple, pas plus qu'avant-hier, je crois qu'il y a des députés sénégalais qui ont écrit à Macky Sall pour dire clairement que la procédure n'a pas été respectée. Puisque pour participer à une guerre du genre, il faut l'onction
du Parlement. Ça n'a pas été le cas. Donc, je crois que sur ça, les politiques l'attendent. Eux, la CEDEAO, c'est plusieurs États. Combien sont prêts aujourd'hui à donner des troupes et des moyens à participer à cette opération? N'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, les militaires nigériens les militaires nigériens sont en train d'avoir l'adhésion populaire, le soutien populaire. Vous avez vu, c'est comme l'opération à la Burkinabé, des jeunes qui sont prêts à intégrer l'armée pour servir même de canon de chair. Et avant-hier, je crois qu'il y a eu une marche, un meeting géant des femmes. C'était hier. Hier, des femmes nigériennes qui soutiennent la transition. Mais tout ça là doit faire réfléchir les responsables qui sont dans cette logique de c'est ce que moi je veux que M. Diarra comprenne. C'est pour te dire que aujourd'hui, vous parlez d'exfiltrer. Exfiltrer, faire une opération commando pour sortir Badiam, c'est l'exposer à la mort. Non, quand j'ai dit exfiltrer, négocier sa sortie. C'est ce qu'ils ont fait à Akaté. Moi, c'est pour ça que je parlais du cas de Akaté. Je l'ai dit l'autre jour, je ne sais pas, j'étais avec toi ou bien c'est Maïsire Diop qui n'était pas d'accord. Je dis que le coup d'État, il est consommé. Les militaires, là, s'ils font marche arrière et qu'ils réinstallent Bazoum au pouvoir, mais c'est fini pour eux, là. Ils ne sont pas des... Non, il parle des pays comme le Sénégal. Non. Les fonds même ont été mis à disposition. Des pays ont dénoté, ont montré, les pays qui sont d'accord, qui ont décidé d'envoyer des militaires. Ils ont déjà décidé le nombre de militaires qui doit être déployé. Comme la Côte d'Ivoire. Mais dans la situation, tu sais que le danger que cela comporte. Donc, non, oui, rapidement, on ne parle pas du danger, on parle des mesures qui sont prises et qui sont des mesures sur lesquelles on ne peut pas revenir. La CEDEAO, de toute façon, selon moi, que la CEDEAO revienne sur ça ou pas, il y a lieu de réfléchir sur l'état même de la CEDEAO, faire un état des lieux et puis revoir, faire un peu comme la Société des Nations et les Nations Unies, et revoir la CEDEAO, trouver une autre organisation en lieu et place, parce qu'il y a eu sérieusement des problèmes qui ne peuvent plus permettre à la CEDEAO d'être crédible vis-à-vis non seulement des populations, mais aussi même par rapport à la communauté. Très bien. Merci beaucoup, M. Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile, d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore à vous, M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Comme la semaine dernière, comme la dernière fois, on a vu, ça a encore été un petit peu tendu entre vous deux. On a vu vos contradictions. Merci en tout cas, cher monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.